Cap sur l'Intelligent Club de ce jeudi 10 avril. Parmi les sujets à l'ordre du jour présidentiel d'octobre 2025, l'Église catholique doute de la CEI, convention élective du PDCI RDA du 16 avril, une célérité pour désarmer l'adversaire. Enfin, attaque terroriste au Togo. Ouattara avait-il raison sur les drones vendus au Burkina Faso? Faut également préciser que nous ébaucherons la grève des enseignants et ses suites, notamment avec les revendications pour la libération de Christophe Dugarry-Assis. Le débat est ouvert et nous sommes encore ce soir avec nos chroniqueurs, Jean-Richard Nguessan et Soro Djabiga. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Jingle et on se retrouve tout juste après. Soro Djabiga, on a tous été choqués, sinon secoués, par la déclaration de Monseigneur Kouadio, qui est président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, qui a clairement mis en doute la crédibilité de la CEI, qu'il estime pratiquement être dangereuse pour l'avenir politique en Côte d'Ivoire avec les élections qui arrivent. Il estime qu'on ne peut pas aller à des élections crédibles dans de telles conditions. Alors sur ce point, quelle est votre lecture des déclarations faites par le prélat? Ce sujet est extrêmement sensible car il touche au cœur de la démocratie ivoirienne. Et ce que j'appelle le cœur de la démocratie ivoirienne, c'est la confiance dans le processus électoral. Vous savez, le doute exprimé par l'Église catholique est à prendre au sérieux. Parce que dans toutes les nations, dans toutes les sociétés, l'Église catholique a toujours joué le rôle de vigie, de vigie morale. Vous savez c'est quoi un vigie moral? Dans les bateaux, le vigie est celui qui est suspendu à la tête d'une tour et qui scrute l'horizon pour pouvoir détecter les dangers et les éventuelles attaques. Alors l'Église catholique joue ce rôle-là dans nos sociétés. Vous savez que dans toutes les régions, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, l'Église catholique est représentée. Et les différents prêtres, les évêques et autres sont en contact avec toutes les populations. Ça leur permet d'avoir un certain nombre d'informations que ces derniers remontent à leur hiérarchie et qui remontent encore au niveau de Rome. Donc l'Église catholique a beaucoup d'informations. Ceci dit, cette information, ce doute que l'Église catholique présente est à prendre au sérieux. Parce qu'il faut dire que la CEI a un passif historique. En 2010, il y a eu des problèmes liés à la CEI. En 2020, il y a eu des problèmes encore liés à la CEI. C'est-à-dire qu'il est clair qu'aujourd'hui, les acteurs politiques, notamment la population, n'ont pas confiance en cette institution. Donc ça pose la problématique de la réforme de cette institution. Et c'est cette réforme-là qui pose problème parce que apparemment, il n'y a que l'opposition qui est d'accord pour qu'on fasse cette réforme de la CEI. Mais le pouvoir en place soutient que les irrégularités que l'opposition dénonce ne sont pas réelles, ne sont pas vraies. Et je pense qu'il y a péril à la demeure parce que l'Église catholique, quand elle tire la sonnette d'alarme, c'est qu'il y a vraiment un danger, il faut prendre cela au sérieux. Alors je cite l'évêque, il déclare ceci: nous doutons de l'indépendance de la CEI. Je ne vise pas un individu en particulier. Si cette commission dysfonctionne, il en va de la responsabilité de tous ceux qui y participent. Et Jean-Richard Nguessan, pour l'évêque, il ne se fait aucun doute, la moralité de ceux qui dirigent l'institution électorale qu'est la CEI est à remettre en cause. Est-ce que vous partagez son analyse? Je partage, c'est vrai, le point de vue de l'Église catholique, mais je pense que l'Église aurait pu tout simplement tirer la sonnette d'alarme sans pour autant juger cette CEI-là comme une CEI qui manque de morale. C'est vrai que dans bien de nations, l'Église catholique tire la sonnette d'alarme. On l'a vu au Togo, en République démocratique du Congo, que ce soit en Afrique du Sud. Dans bien de pays, l'Église catholique interpelle sur des questions politiques, sur des questions culturelles, sur des questions économiques. On sait plus ou moins tous le rôle qu'a joué l'Église en Côte d'Ivoire à une certaine période. L'Église a pris position pour un camp et cela a cristallisé par moments les positions, les positionnements. Et c'est vrai que cette CEI-là, quoi qu'on dise, pose problème au regard de tout ce qui a été présenté par l'opposition, au regard même de l'article 7 du code électoral. Aujourd'hui, l'Église catholique interpelle. C'est vrai qu'il faut prendre en compte la position de l'Église catholique, mais elle gagnerait aussi à
rapprocher les partis, au-delà de faire des déclarations pour fustiger un camp. Elle gagnerait à visiter des partis, à rencontrer des hommes politiques, essayer de voir comment régler véritablement le problème de la CEI, que d'être dans une position où elle fustige cette institution alors qu'on est à quelques mois. Les propos sont trop durs? Oui, les propos pour ma part sont assez durs. Elle aurait pu faire l'économie de quelques mots et visiter tout simplement la CEI, interpeller cette CEI-là, essayer de voir le parti au pouvoir, essayer d'échanger avec certains hommes politiques afin de rapprocher les positionnements. On sait que depuis quelques mois, les différentes positions se sont tendues, il y a de la crispation, on sent que le tissu social ou l'atmosphère sociale est très tendue au niveau de la Côte d'Ivoire. Elle gagnerait à ne pas en rajouter, mais elle gagnerait plutôt à concilier les différentes positions. Alors nous avons interrogé, comme on le fait chaque soir désormais, des consultants, des confrères, et aujourd'hui c'est Ernest Kouakou, qui est également journaliste, qui nous donne son point de vue sur cette sortie tonitruante de l'évêque ivoirien. On l'écoute. Merci, cher frère, de me donner la parole. Je suis Ernest Saint-Bénéfice, journaliste. Relativement à l'actualité du moment concernant la sortie de l'Église catholique à travers Monseigneur Marcellin Yao Kouadio, qui est le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire et par ailleurs évêque de Daloa. Je voudrais dire tout simplement que c'est une habitude au niveau de l'Église catholique de chaque fois prendre position ou d'effectuer des sorties relativement à la vie de la nation. Et quand on sait en ce moment précis la montée en puissance de la tonalité des débats entre l'opposition et le pouvoir en place relativement à la RLE qui court, dont on vient d'achever la phase des contentieux, cela ne peut que donner lieu à de telles appréhensions. Mais telle sortie est-elle fondée, oui ou non? Je ne saurais le dire. Mais évidemment, il faut le souligner, le débat politique actuel laisse à croire que la nature du processus actuel inquiète énormément la population. Et pour ma part, c'est vrai que l'Église catholique est une communauté qui a l'habitude de se prononcer ou de prendre part au débat politique, mais pour ma part, le religieux doit de plus en plus rester loin de tout ce qui est question politique. Parce qu'à voir les choses de très près, la question de la CEI s'appuie sur les tests de loi. Alors, Soro Djabiga, on écoute le confrère, on a comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup craignent le scrutin présidentiel qui doit donc advenir dans 6 mois. Je recite le prélat qui déclarait ceci lors de sa déclaration qui fait grand bruit actuellement. Il disait, curieusement, tous parlent de transparence, mais dans le même temps, tous craignent le verdict des urnes. Est-ce que vous partagez cette inquiétude de l'évêque ivoirien en même temps que celle du confrère qui, même s'il évite de prendre ouvertement position, mais lui non plus ne dissimule pas ses craintes quant à l'issue du processus électoral? Cher confrère, crois-moi, cette crainte est partagée dans toutes les chapelles politiques, même au niveau du RHDP. Parce que, comme j'aime à le dire, la Côte d'Ivoire a un cycle électoral de 10 ans. Et à chaque échéance, les Ivoiriens craignent de replonger encore dans la crise avec le traumatisme qu'on a vécu il y a 15 ans en arrière et 5 ans en arrière en 2020. Ce doute exprimé par l'Église catholique n'est pas un procès d'intention. Moi, j'aimerais le rappeler. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est un appel pour pouvoir corriger les failles. Parce que ici, l'Église catholique se fait le porte-voix des citoyens aujourd'hui qui sont silencieux et qui ne parlent pas. Mais la menace est sérieuse et elle est visible, elle est à la portée de tous ceux qui sont avisés et tous ceux qui se souviennent de ce que la Côte d'Ivoire a vécu hier. On ne va pas à des élections pour que les âmes reprennent encore la voie après les urnes. On part à des élections pour pouvoir apaiser le pays. Mais cette CEI que nous voyons en ce moment ne peut pas apaiser le pays parce qu'elle ne fait pas l'unanimité. Tout comme elle ne faisait pas l'unanimité en 2010. On peut finalement trouver l'unanimité en Côte d'Ivoire.
toutes les commissions électorales qui ont été mises sur pied depuis 2000, avec l'avènement de la jeunesse militaire, ont toujours été contestées. Et les résultats ont toujours été catastrophiques. Je pense que... Mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement? En 1 minute, donnez-nous votre recette miracle. En 1 minute, moi, ma recette finale, ma recette, c'est un contrat social. Il faudrait que toutes les couches sociales, toutes les catégories de la population de la Côte d'Ivoire se réunissent pour pouvoir discuter et enfin trouver une solution favorable. Mais avant ça, il faut que tout le monde intègre, tout le monde adhère au patriotisme. Parce que j'ai l'impression que parmi nos élites politiques, il y en a qui ne sont pas de vrais patriotes et qui posent des actes qui poussent vraiment à inciter à la crise. Et il faut éviter cela. Moi, je propose un contrat social. Il faut que toutes les couches, tous les acteurs se réunissent, même les religieux, les politiciens, les jeunes, les femmes, tout le monde se réunisse et chacun met sur la table son projet afin qu'on puisse faire un bon brainstorming et ressortir une recette qui va vraiment apaiser la situation. Parce qu'avec ce que nous voyons là, on va de crise en crise et c'est pas aujourd'hui la veille de cette fin-là. Jean-Charles Guesson, la conférence où nous disons le président, c'est mieux de le dire ainsi, puisqu'il peut parler à titre individuel, de la conférence épiscopale estime que notre pays n'est pas dans une situation normale. Voilà ce qu'il déclare à ce sujet. Dans une situation normale, une élection présidentielle obéit à des règles précises. Malheureusement, poursuit-il, depuis quelques décennies, notre pays est dans une situation anormale. Vous vous trouvez dans un pays anormal? Pas véritablement. C'est vrai que, comme on aime à le dire, les positions se braquent depuis quelques semaines, depuis quelques mois même. La population, quoi qu'on dise, retient son souffle, la psychose s'enfle. Vous savez, quoi qu'on dise également, la liste électorale, celle qui nous a été présentée, pose problème. Parce que il parle de plus de 11 000 cas d'irrégularité détectés. Mais au-delà de ça, il y a des enregistrements multiples, il y a des doublons. On parle d'électeurs frauduleux selon on parle des électeurs à plus de 100 ans, on dénombre plus de 5700 cas d'électeurs qui ont plus de 100 ans, des mères d'électeurs ayant plus de 20 enfants, on parle des mères avec 50 enfants. Il faut scruter cette liste. C'est vrai que je ne partage pas forcément tous les points qui ont été soulevés par le prélat, mais je pense qu'ils ont un devoir aussi de vérité vis-à-vis du peuple et vis-à-vis des hommes politiques. Au-delà de cette déclaration, au-delà de ce qui se dit, il faut des actions. Et pour moi, les actions, c'est cette capacité aussi de l'Église à aller et à s'introduire dans toutes les chapelles politiques pour parler aux hommes politiques. Je pense que en tant que guide religieux, en tant que personne dotée d'une certaine intelligence, d'un accompagnement spirituel, ils ont cette capacité-là de parler à nos hommes politiques, de rapprocher les différents camps. Et je pense qu'on pourra, pourquoi pas, sortir de cette situation qui, à la vérité, provoque la crainte de chez bien d'Ivoiriens. Soro Djabiga, Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, est avant tout un religieux. Un religieux, certains estiment que prendre position de cette manière, cela pourrait quand même biaiser le caractère ou la perception d'impartialité que se doit de tenir toutes les chapelles religieuses. Est-ce que vous ne pensez pas que cette sortie du prélat peut, dans une certaine mesure, envenimer les tensions? Surtout quand on sait qu'on a eu dans le passé quelques incidents de ce type-là, où certaines personnes sont sorties dans les rues sous l'impulsion de quelques individus pour s'en prendre carrément à des prêtres, pour dire mais est-ce que ces derniers-là prendraient position? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, dans un contexte électoral surchauffé, de telles déclarations peuvent exacerber les tensions? On aurait été choqué si l'Église catholique reste muette aujourd'hui et réagit demain lorsque la crise va éclater. Je pense que l'Église catholique a joué son rôle, elle a tiré la sonnette d'alarme. Et ceux qui pensent que cette sortie-là va envenimer la situation, ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui veulent que la Côte d'Ivoire replonge dans cette crise. Parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont conscients qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la CEI, ça ne se cache pas. Chaque jour que Dieu fait, des acteurs politiques dénoncent la CEI. C'est que le problème existe. Et non des moindres,
Le PDC et le PPAC sont des partis représentatifs. Et pas que. Il y a des petits partis, il y a les mouvements de société civile qui dénoncent la CEI tous les jours. Donc il ne sait pas aujourd'hui que la CEI a un problème. Si tous les acteurs politiques parlaient d'une même voix et d'une seule voix, on n'allait pas dire que la CEI a un problème. Mais quand le RADP dit quelque chose et que l'opposition dit autre chose, c'est qu'il y a un problème. Donc je pense que l'Église catholique a joué son rôle. Il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut prévenir tout le monde pour dire qu'il y a un danger qui est devant, qui nous attend. Il faudrait qu'on pose des actions pour pouvoir éviter d'en arriver là. Mais moi je vais assez rapidement, très rapidement. Parce que quoi qu'on fasse, cette liste, cette CEI-là ne fera pas l'unanimité. Il faut qu'on soit aussi clair. Même si cette CEI a été dirigée par un prêtre ou un imam, cette CEI va toujours poser problème à certaines personnes. J'aimerais présenter un tableau rapidement. Permettez-moi de présenter un tableau. Il y a un problème. La CEI est au centre du problème. Et des gens disent que la CEI n'est pas crédible. On dit OK, on se met ensemble, on désigne une organisation extérieure qui viendra auditer la CEI pour qu'elle puisse susciter la confiance auprès de toutes les parties pour qu'on passe aux élections. La recette a été expérimentée avec la certification et tout l'accompagnement dont on a bénéficié de la part des Nations Unies. Vous savez dans quelles conditions nous sommes partis aux élections en 2010? Vous savez dans quelles conditions nous sommes partis aux élections en 2010? Le pays était divisé, on n'a pas désarmé au nord. Vous le savez. Très bien. Alors, convention élective du PDC, c'est notre second sujet de ce soir, du 16 avril, puisque très récemment, on a décortiqué sur ce plateau les résolutions issues du bureau politique, le 18e du genre, auquel n'a pas pu prendre part le président Tidjane Thiam. Alors, est-ce une célérité, cette célérité dans la fixation de la date de cette convention élective qui doit désigner le candidat du parti pour la présidentielle? Est-elle un moyen de désarmer l'adversaire? Quand je parle de l'adversaire, il faut penser tout de suite, bien sûr, à tous ces militants au sein du parti qui semblent être en opposition avec Tidjane Thiam, entre autres Valérie Yapo qui porte plainte, Jean-Luc Billon qui affiche clairement ses ambitions concurrentielles, et également d'autres, au-delà même du parti, certains partisans du RHDP qui semblent être quelque part très passionnés, c'est normal, c'est de bonne guerre, par les tensions qui agitent le PDC-RDA. Alors, Jean-Richard Nguessan, en quelques jours, d'abord, on part au bureau politique, on fixe la date du dépôt des candidatures pour la période du 8 au 10 avril, donc un délai de 72 heures. Ensuite, alors qu'on s'attend à ce que la convention élective soit fixée à une date beaucoup plus postérieure, on nous annonce qu'elle a finalement lieu ce 16 avril prochain. On a l'impression, quand on analyse les différents agissements de la direction du parti, surtout quand on se réfère à la déclaration du ministre Bombé le lundi dernier devant le caveau familial du président Félix Houphouët-Boigny, que les choses semblent être organisées, d'aucuns pourraient le penser ainsi, en faveur du candidat Thiam, qui de façon évidente est candidat pour la candidature du parti. Mais cela ne se cache guère. Vous savez que le PDCI, depuis quelques mois, est traversé par une crise, quoi qu'on dise. Le président Thiam est fustigé de toutes parts, à l'intérieur comme par ses adversaires. Et il y a une volonté manifeste au niveau du PDCI de relancer le parti et surtout de partir en rang serré. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le candidat naturel du PDC-RDA, c'est le président Thiam. On n'a pas été surpris des propos, il y a cela quelques jours, du ministre Bombé qui estimait que M. Thiam est le candidat naturel, est celui qu'il faut pour héritier biologique du président Houphouët-Boigny. Donc il y a une volonté manifeste au niveau du PDC-RDA de positionner assez rapidement le président Thiam comme le candidat du parti pour les prochaines élections et faire taire toutes les divergences au niveau des points de vue, les divergences qui se font entendre, notamment le président Billon, Valérie Yapi et toutes ces personnes, Valérie Yapo, pardon, toutes ces personnes qui essaient d'attaquer le président Thiam, essayer de faire taire toutes ces personnes et montrer que Thiam reste l'homme fort du parti. C'est un calcul politique, Soro Djabiga, que de fixer cette convention
à une date aussi rapprochée du bureau politique? Vous l'avez si bien dit, c'est un calcul politique. Vous savez, en politique, celui qui impose son calendrier prend une avance psychologique sur ses adversaires. Et le PDCI l'a compris, Tidjane Thiam l'a compris. Donc aujourd'hui, il essaie de courir avant de convaincre. Tidjane Thiam aujourd'hui essaie d'accélérer, de surprendre ses adversaires. Et avec le bureau politique... C'est une grosse surprise. Hein. Oui, avec le bureau politique qu'on a eu hier et la convention qui est en train de venir, Tidjane Thiam essaie de faire comprendre à ses adversaires, notamment au plan interne, que j'ai désormais la légitimité de mon parti politique. D'autant plus que, sans vouloir vous interrompre, lors du bureau politique, tous s'attendaient à ce qu'on ait une lisibilité au niveau de la date de la convention. Ce qui a été dit, c'est qu'elle sera communiquée ultérieurement. Alors on s'attendait peut-être tout au plus tôt, dans quelques semaines. Mais là, à peine quelques jours après, même pas une semaine après le bureau politique, voilà, nous y sommes. Nous savons tous que le 16 avril, Tidjane Thiam est bien parti pour être investi candidat du parti. Ah oui. Je pense que ce que Tidjane Thiam a fait dans ce laps de temps-là, c'est une masterclass des réels politiques. Il est resté à l'extérieur. Le bureau politique s'est très bien passé. On a lu les résolutions du bureau politique et il est sorti, comme on le dit dans le jargon ivoirien, il est sorti dans le dos. Ils ont affiché rapidement le calendrier. Et aujourd'hui, tous les partis politiques dansent au rythme de son programme. Je pense que Tidjane Thiam s'est imbibé de la stratégie politique. Et aujourd'hui, il est sur le terrain, il a compris comment la Côte d'Ivoire fonctionne désormais. Quoique, il a encore poursuivi au plan interne et externe aussi par des petites attaques. C'est inhérent à tout grand leader qui fait peur au pouvoir, qui est toujours en place. Donc je pense que Tidjane Thiam, sa machine est bien huilée, il est sur le chemin. Mais quoi qu'on dise, il y a énormément de défis qui se présenteront à lui. C'est vrai qu'il y a de la stratégie, il y a cette envie-là de se positionner, de faire taire tous ses adversaires. Mais n'empêche que, comme Soro l'a dit, il y a des stratégies de l'adversaire, il y a des attaques, il fait face à la justice. Est-ce que, en dépit de cette convention qui va se tenir, même s'il est porté par le PDCI RDA, est-ce que c'est une assurance véritablement de sa prochaine présence aux élections présidentielles? On se pose encore des questions. Le PDCI... Justement, on va voir ce qu'en pense le confrère Éric Offo de la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan. Alors, la décision prise par le PDCI RDA lors de son bureau politique du 5 avril 2025 d'aller à une convention pour la désignation de son candidat pour la présidentielle de 2025, déjà dès le 16 avril prochain, moi, ça m'a surpris. Parce que je me souviens très bien que le président Tidjane Thiam avait dit lui-même que le PDCI RDA ne se presserait pas dans le choix de son candidat et qu'il attendrait que les autres fassent leur choix. Or, quand on dit les autres, on sait qu'en toile de fond, c'est le RHDP. Or, le RHDP aujourd'hui n'a pas encore son candidat officiel. C'est vrai que les cadres du parti appellent le président Alassane Ouattara à être candidat, mais ce dernier il n'a pas encore réagi. Le président Alassane Ouattara, il le dit toujours qu'il a autour de lui une demi-douzaine de cadres qui sont tous présidentiables. Donc, il n'a pas encore décidé. Ça veut dire que le PDC et le RHDP n'a pas encore un candidat officiel. Alors, quand le PDCI, dans ces conditions-là, va à une convention pour désigner son candidat, on pourrait dire que le PDCI peut-être fuit quelque chose. C'est vrai que le RHDP a annoncé déjà un congrès en mai, mais même la date exacte n'est pas encore fixée. Donc quand le PDCI RDA va tout de suite rapidement à un congrès comme ça veut dire que peut-être que le PDCI serait en train de fuir quelque chose. Et qu'est-ce que le PDCI fuirait? Ça pourrait être par exemple la justice. La justice, parce qu'on sait que Valérie Yapo et tous ces militants du PDCI RDA qui ne veulent pas voir Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA pour cette affaire de nationalité, qui ne remplissait pas les conditions au moment où il était candidat à l'élection du président du PDCI RDA. Si cette affaire venait à aboutir avant que Tidjane Thiam soit désigné candidat, mais peut-être qu'il ne sera même plus candidat, puisqu'il ne sera plus président du parti, et par ricochet, il lui sera vraiment difficile d'être le candidat du parti. En même temps, moi, je me dis que est-ce que c'est le bon chemin à suivre? Parce que même si Tidjane Thiam venait à être désigné comme candidat du PDCI RDA le 16 avril, mais si la justice venait à décider qui doit être destitué démis de ses fonctions du président du PDCI RDA, mais tout ça se retrouvait vraiment au fond de la lagune de Brié.
Voilà, parce que si il est destitué de son poste de président, il pourrait aussi se voir. Jean-Michel Nguesson, tout le monde est surpris par la célérité de la fixation de la date de la convention élective. Est-ce que finalement c'est une stratégie pour Thiam? Parce que c'est vrai que le confrère estime que cela pourrait viser quelque part à prendre à vitesse la justice ivoirienne. Est-ce que finalement c'est une stratégie pour déstabiliser l'adversaire, disons pour mettre non seulement l'appareil judiciaire, mais toute la classe politique devant le fait accompli, pour que le PDCI dise on a investi notre candidat, toute décision de justice qui viserait à l'écarter serait interprétée comme un acte hostile au parti, camper sur cette position et demeurer jusqu'à éventuellement faire plier le pouvoir. Vous savez, depuis plusieurs mois, le PDCI prend des coups, le PDCI est attaqué de toutes parts, le PDCI est fustigé, mais par moments, le PDCI nous donnait l'impression de rester comme un observateur face à tout ce qui se passait. Et il est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a de la stratégie, on essaie plus ou moins de mettre en place aussi des attaques vis-à-vis de l'adversaire, on essaie de développer des stratégies pour montrer qu'on est également présent. Et je pense que c'est une belle stratégie du président Thiam pour se positionner véritablement sur l'échiquier national, pour montrer qu'il est présent et qu'il a l'appui véritable de son parti pour être celui-là même qui sera aux élections présidentielles, pour court-circuiter, comme vous l'avez dit aussi, la justice, pour montrer que le PDCI le porte, le PDCI n'a que lui et qu'en dépit de ce que la justice veut essayer de faire, le PDCI n'a qu'un seul candidat, c'est le président Thiam. Thiam, l'inévitable vainqueur de cette convention, c'est-à-dire que nous sommes quasiment certains, presque à 100%, hein, que quel que soit l'adversaire qui pourrait jouer les troupes faites en face au soir du 16 avril prochain, donc dans seulement quelques jours, le candidat du PDCI pour affronter le RHDP dans les urnes en octobre prochain sera Cheikh Tidiane Thiam. Oui, quoique il y a vraiment des problèmes sérieux qui sortent la tête. Ce soir-là, nous avons vu une décision de justice qui est tombée déjà, qui le pénalise, mais carrément, et qui met en cause sa légitimité et sa légalité aujourd'hui à la tête du PDCI. Parlez-nous-en. Oui, nous avons eu la décision qui dit qu'il y a plusieurs recours qui sont parvenus au tribunal qui attaquent la nationalité de Tidiane Thiam, qui estime qu'il n'est pas ivoirien et il a un véritable problème de nationalité. Et la justice s'est saisie du problème et aujourd'hui sa nationalité vise à être suspendue. Mais politiquement, est-ce que c'est jouable pour la justice ivoirienne de condamner Tidiane Thiam au point de l'empêcher d'être éligible? Oui, vous avez Quand dit... on sait que Laurent Gbagbo est exclu de la liste électorale, qu'il ne sera certainement pas candidat, en tout cas dans l'état actuel des choses, pareil pour Guillaume Soro, pareil pour Charles Blé Goudé, écarter Thiam, ce ne serait pas la goutte d'eau qui ferait déborder le vase? Justement, c'est cette erreur qu'il ne faut pas faire. Et quelle est cette démocratie-là qui, depuis 5 ans, 10 ans, écarte toujours les potentiels adversaires pour laisser de petits adversaires qui affrontent le pouvoir en place? Soyons réalistes. Vous avez cité le nom des grands leaders, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Guillaume Kibafoy et aujourd'hui Tidiane Thiam. Je pense que ça sera l'erreur à ne pas commettre. Il faut laisser ceux qui veulent candidat aller être candidat. Tidiane Thiam est ivoirien. Il est ivoirien, il a une carte de nationalité d'identité, il a un passeport, il a un certificat de nationalité. Il faut le laisser être candidat. Et c'est vrai qu'il fait peur. C'est vrai qu'on veut s'accrocher au pouvoir aujourd'hui, mais il faut aussi respecter la démocratie, il faut respecter la paix sociale, il faut respecter l'intégrité des Ivoiriens. Tidiane Thiam fait peur parce que ça fait près de 8 mois maintenant que Tidiane Thiam est couvert par les grands médias de l'Élysée. Presque chaque mois, Tidiane Thiam passe du Quai d'Orsay, je vous l'ai dit. C'est des médias français, simplement. Du Quai d'Orsay. Nous savons de quoi je parle. Enfin, vous savez de quoi vous parlez, parce que moi, je ne sais pas. C'est ça que France 24 est un média qui donne la parole à tout le monde, tout comme ils appartiennent à quel peut-être que vous allez nous éclairer notre lanterne. Tidiane Thiam passe très souvent aujourd'hui sur France 24, sur TV5 et sur d'autres médias français. Et essayez de me rappeler un peu la dernière fois qu'un membre du RHDP est passé sur ces médias-là. Ça traduit aujourd'hui l'ancrage de Tidiane Thiam au plan international. Et ces mêmes médias aujourd'hui, presque chaque mois ou chaque 2 mois, sortent des dossiers compromettants sur le gouvernement en place. Ce qui prouve aujourd'hui que le parrainage a changé de camp. Et Tidiane Thiam est un adversaire qui fait peur. Voilà pourquoi aujourd'hui... Vous estimez donc que le pouvoir en place, c'était
ou a jusqu'à présent été parrainé par la France. Oui, mais attends, c'est factuel. Tout le monde a vécu ça ici en Côte d'Ivoire. En 2010, on a vu comment Laurent Gbagbo a été dégagé du pouvoir. Jean-Richard Nguesson, très rapidement, concluez sur la question. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est vrai que Tidjane Thiam a un excellent parcours, c'est un homme qui a du mérite, mais l'opposition aussi gagnerait à revoir sa politique. On sait ce qui s'est passé dans d'autres pays. Le PDC est un parti fort qui a une présence de plusieurs décennies sur l'échiquier national. Elle gagnerait aussi à revoir aussi sa position. Tidjane Thiam gagnerait à revoir son leadership. Et puis, il faut pourquoi pas penser aussi à l'éventualité de la non-candidature de Tidjane Thiam. Toujours est-il que cela peut être une option, mais ça peut être une option. Les droits d'un candidat. Rapidement au troisième. Je suppose qu'il y a plusieurs cadres qui peuvent valablement représenter le parti. En 2010, quelqu'un estime qu'on lui a volé ses droits. En 2020, un candidat estime qu'on lui a volé ses droits. En 2025 encore, à quel moment ça va s'arrêter? Je sais que le débat vous passionne, mais malheureusement, il faut bien qu'on puisse avancer. Alors, avant d'en venir à notre troisième sujet, relatif donc aux attaques terroristes, disons à l'attaque terroriste d'hier, mercredi 9 avril, si la date que je donne est bonne, au Togo, qui a fait 6 blessés parmi les soldats dans le parc de la Kwenja, dans le nord du pays. Attaque menée par un drone tiré par les djihadistes. Parlons rapidement de la grève des enseignants. S'est tenue aujourd'hui une assemblée générale au cours de laquelle on a été frappé par cette séquence que nous vous présentons dès maintenant, dans laquelle vous voyez des centaines de syndicalistes réclamer à corps et à cri la libération de Justin Dugarry-Assi, arrêté dans les premières heures de la grève qui continue donc à paralyser l'école ivoirienne. Libéré Dugarry, la colère monte chez les enseignants. Jean-Richard, commentaire très rapidement. C'était prévisible. Je pense qu'on l'a dit sur ce même plateau. Le cas Dugarry est un cas non négociable. Et je pense que le pouvoir gagnerait à faire sortir Dugarry parce que nous espérons tous, à l'image de tous les Ivoiriens, que les cours reprennent dès la semaine prochaine. Et je pense que si Dugarry reste en prison, je pense que on risque d'assister à, je pense, à une nouvelle grève. Et ce serait dommage pour l'école ivoirienne. C'est une ligne rouge pour les syndicalistes, Soro. La libération de Dugarry, elle était conditionnelle, indispensable pour toute résolution de la crise. Mais moi, je pense qu'il y a un grand pas qui a été franchi. Ce soir, nous avons reçu l'information que le mot d'ordre de grève a été levé. L'intersyndical du ministère de l'Éducation nationale et l'intersyndical du ministère de l'enseignement professionnel, ils se sont réunis pour lever le mot d'ordre de grève. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour libérer le monsieur, pour qu'il parte et rejoigne sa famille, pour qu'il retourne au poste enseigner ses élèves? Si le mot d'ordre a été levé, c'est peut-être parce que en sous-main, il y a des assurances quant à l'avenir judiciaire du concerné. Oui, il ne faut pas tourner autour du pot. Son arrestation ne respecte aucune forme judiciaire d'abord. Donc, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on veut respecter les formes pour pouvoir le libérer, tout ça. Il faut qu'on le libère incessamment pour qu'il rejoigne sa famille. On a tous vu la désolation que ça a créé chez lui, les traumatismes que cela a créé. Je pense que le gouvernement a donné l'impression qu'il voulait apaiser la situation. Et là, on lui donne l'occasion de montrer sa bonne foi en respectant d'abord ses promesses et aussi en libérant Dugarry pour qu'on puisse poursuivre. Parce que jusqu'au-là, on n'a pas encore les résolutions de leurs échanges. Les deux parties ont prévu de se réunir à une date qui a été prévue de 2 jours pour pouvoir discuter. Et chacun des deux parties doit pouvoir prouver sa bonne foi. Je pense que les grévistes ont fait leur part. Il faut que le gouvernement libère le monsieur pour apaiser la situation, pour que les élèves reprennent les cours, parce que ça perturbe un peu le calendrier scolaire. Et nous connaissons tous les élèves, quand ils font 2 ou 3 jours à la maison, ils n'étudient plus. Pour reprendre encore, c'est un peu compliqué. Voilà. Déjà très bonne nouvelle, on y prend acte et on va observer dans les jours à venir la reprise non des cours, mais également les actes qui seront posés dans le sens certainement de l'apaisement de la part des autorités gouvernementales. Alors dernier sujet, nous avons donc cette attaque survenue hier qui, ma foi, marque un tournant dans le conflit ou dans l'insurrection terroriste
en Afrique de l'Ouest. Pour la toute première fois, de façon aussi flagrante, c'est vrai que des faits similaires ont été rapportés au Mali, encore que le Mali reste un théâtre conflictuel, mais au Togo, une armée régulière qui n'est pas directement concernée par l'insurrection islamiste, qui est frappée par des groupes djihadistes, certainement par le Génim, à l'aide d'un drone d'attaque subtilisé à l'armée burkinabé. Jusqu'à présent, c'était des incursions habituelles, on entrait, on tuait des soldats, on faisait quelques victimes et après on se repliait. Mais là, les djihadistes semblent moderniser leur méthode d'attaque à l'aide de drones, mais de drones qu'ils prennent dans les bases de l'armée burkinabé dans lesquelles ils font des razzias. Moi, je pense que Ibrahim Traoré a échoué sur toute la ligne. Il avait promis la sécurité au Burkinabé, il avait promis la bonne gouvernance. Lorsqu'il arrivait au pouvoir, il y avait ce brin d'espoir. Il est toujours assez jeune, on connaît sa fougue, on connaît son parcours universitaire, son parcours militaire, quelqu'un qui a gravi les échelons, son discours accrochait les jeunes, son discours semblait passer auprès de l'armée, mais quelques années plus tard, force est de constater malheureusement que le Burkina Faso peine. Et vous savez, cette attaque est le résultat de l'incapacité de l'homme à assurer la sécurité dans cette partie du Burkina. Et incontestablement, ça agit sur le Togo. On sait que les djihadistes n'ont pas forcément pour objectif une assise territoriale sur le territoire togolais. Ils font des incursions, ils reviennent. Mais tout cela montre que l'armée burkinabé gagnerait, ou bien le pouvoir burkinabé gagnerait à sortir des diversions, à sortir du dilatoire, à sortir de ces débats qui n'intéressent véritablement plus les populations et assurer véritablement la sécurité du Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, avoir un drone dans la main des djihadistes, qu'est-ce qu'ils vont en faire demain? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'on devait s'attendre à une telle escalade? Oui, puisque la sous-région vit des tensions depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant. Et cette dernière actualité montre que la sous-région connaît désormais une ère de guerre asymétrique moderne. Les terroristes résistent et ils mutent aujourd'hui d'un territoire à un autre où ils n'étaient pas classiquement connus. Et aujourd'hui, ils s'équipent au moins de matériel technologique, mais vraiment de pointe. Une arme d'une telle envergure dans les mains des terroristes, mais c'est très grave. Et c'est une menace pas seulement pour ces pays de l'AES, mais pour toute la sous-région. Et je pense que plutôt que d'attaquer tout le temps ce qu'on appelle aujourd'hui l'AES, la junte, tout ça, on devait se mettre ensemble parce que je pense qu'on a un ennemi commun. Mais ils se mettent ensemble, j'en viens, mais je vous rappelle, c'est très important de le dire, que je pense que nous devons nous mettre ensemble aujourd'hui pour combattre l'ennemi parce que les terroristes ne trient pas. Quand ils attaquent une localité, ils ne regardent pas les pièces d'identité pour voir qui est pour IB, qui est pour Alassane Ouattara. Je vous rappelle qu'ils ont attaqué ici en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas tué que les ressortissants de l'AES ou de la CEDEAO, mais ils ont attaqué tous ceux qu'ils avaient vus. Donc plutôt, et puis, attends, il faudrait qu'on fasse, il est temps qu'on fasse véritablement de l'intégration africaine une réalité. Si vous n'êtes pas d'accord, si nous ne nous entendons pas sur la notion du panafricanisme, mais l'intégration est quand même classique, existe depuis longtemps. C'est justement là d'où vient l'importance de mon rappel, parce que lorsqu'Ibrahim Traoré prend le pouvoir, la Côte d'Ivoire a une coopération sécuritaire matérielle avec le Burkina Faso. Quand Assimi Goïta prend le pouvoir, c'est la même situation. Mais quand ils viennent de façon unilatérale, ils décident de rompre cette coopération sécuritaire. Vous parlez d'intégration, de coopération, mais la faute ne vient pas des autres. La faute, la décision de ne plus coopérer sur le plan sécuritaire vient uniquement des régimes putschistes de l'AES. Ça, faut le dire clairement. Et je pense que très récemment, le ministre de la Défense, Téné Birima Ouattara, le rappelait dans un entretien RFI, disait que la Côte d'Ivoire attend toujours l'opportunité de reprendre cette coopération parce qu'elle y va de l'intérêt de tout le monde. Mais alors, justement, c'est pour dire que vos propos ne sont pas justifiés là. Jean-Richard Nguessan, on se souvient, j'en viens, permettez justement qu'on avance sur ce point parce que le ministre de la Défense, justement, disait en octobre 2024, lors de sa visite donc en Turquie, il demandait, selon Jeune Afrique, ou Afrique Intelligence, justement, au gouvernement turc, il les mettait en garde de cesser de vendre de l'armement sophistiqué au Burkina Faso.
Quel ministre notamment en garde? Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, d'après les informations que l'on a reçues de la part du confrère africain Intelligence, parce que ces armes-là sont très souvent subtilisées par les groupes terroristes et peuvent servir à déstabiliser la sous-région ouest-africaine. On le vit aujourd'hui, le Togo a été attaqué, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin de se déplacer physiquement à l'intérieur des frontières, de la même manière que l'Ukraine peut tirer sur la Russie ou que la Russie tirer sur l'Ukraine à distance. Ils peuvent le faire sur la Côte d'Ivoire qui est à portée de tir. Ils peuvent le faire sur le Togo, sur le Ghana, sur n'importe quel pays de la sous-région. C'est quand même inquiétant. Ah oui, moi j'en appelle à l'intelligence surtout de ces différents pouvoirs. Ils ont multiplié les initiatives, on l'a vu, la réorganisation de l'armée, le recrutement de jeunes, mais cela semble ne pas apporter grand-chose. On gagnerait, comme Soro l'a dit, à véritablement se mettre ensemble pour bouter hors de l'Afrique de l'Ouest cette nébuleuse terroriste. Parce que quoi qu'on dise, si le Burkina Faso est touché, aujourd'hui on observe les sécurités dans la partie septentrionale du Togo. Le Togo subit cette montée en puissance du djihadisme à travers les armes qu'il récupère à l'armée régulière burkinabé. La Côte d'Ivoire pourrait souffrir de cette situation. Le Bénin en souffre, on le voit. Donc il est tellement important. L'échange de renseignements. Véritablement. De la seule volonté des putschistes. Moi, je pense que, contrairement à mon confrère Adi, plutôt que de personnaliser le problème en attaquant, en fustigeant les chefs d'État de l'AES, moi, je pense que le problème est institutionnel, il est structurel. Ces derniers n'ont pas eu, ces derniers, soutenus par les différents pays, il faut le rappeler, n'avaient plus confiance en la CEDEAO qui peinait à régler les problèmes des différents pays. On a vu ici la CEDEAO soutenir ou bien fermer les yeux sur certains coups d'État et attaquer, être dur sur le ton avec d'autres pays. Et cette situation de deux poids, deux mesures a créé des frustrations avec ces pays-là. Et il y a eu aussi des sanctions de part et d'autre qui ont renfermé un peu les taux sur ces différents pays-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, au nom de la sécurité sous-régionale, on doit se mettre au-dessus de ces... Qui devront prendre l'initiative? Ceux qui ont rompu la coopération, oui, mais ou ceux qui ne sont pas d'initiative? Le mot rupture, si le mot rupture existe dans le dictionnaire, c'est qu'il y a son contraire aussi qui existe dans le dictionnaire. Vous êtes d'accord avec moi que si on a rompu aujourd'hui, on peut se remettre encore ensemble demain. La porte putschiste de faire le pas. Il appartient aussi à la CEDEAO, à Bougri aujourd'hui, de faire aussi un pas et puis moi, je pense que la CEDEAO a perdu toute crédibilité aujourd'hui. On ne va pas citer ici tous les échecs de la CEDEAO. Là, nous parlons de l'aspect sécuritaire des choses. Okay. J'ai envie de vous demander, Jean-Richard, si, en fin de compte, le ministre Téné Birahima n'avait pas raison. C'est-à-dire que quand il dit, attention, si vous vendez des drones à ces gens-là, ils ne sont pas capables de les gérer. Ils n'en ont pas, j'en viens, ils n'en ont pas, ils n'en ont ni la compétence, ni l'instruction nécessaire. Ça va tomber entre les mains des djihadistes. Et puis chaque semaine, des camps militaires sont attaqués, dépouillés, pillés par les groupes armés. Et au vu de tous, à Diapaga, il y a eu près d'une centaine de morts militaires burkinabés. C'est dommage qu'on déplore cela. Mais c'est tellement régulier. Et finalement, quelqu'un disait, mais bien, l'armée burkinabé s'équipe et les djihadistes viennent faire leur marché, mais gratuitement, au prix du sang. Mais n'empêche que quoi qu'on dise, le pouvoir burkinabé, l'armée burkinabé a besoin de s'équiper. Quoi qu'on dise, pour ensuite céder les armes. Quoi qu'on dise, ils ont besoin d'équipements, ils ont besoin d'armes développées. Mais moi, j'en appelle véritablement à l'intelligence de ces différents pouvoirs-là et à reprendre surtout la coopération militaire. C'est vrai qu'il y a des points de désaccord, il y a une volonté faible, que ce soit au Burkina, au Niger ou encore au Mali, de ne pas aller à des élections transparentes. Ça, tout le monde le sait, mais au-delà de ces aspects... La décision du Mali de quitter la CEDEAO à quelques jours de la date butoir fixée justement pour l'organisation d'élections. Au-delà de cet aspect, au-delà des mésententes, je pense que l'intérêt supérieur de nos populations doit primer. D'où la nécessité pour la CEDEAO de faire le premier pas, de faire le premier geste. En tant qu'institution, elle a ce devoir-là. Oui, mais vous me surprenez. Vous me surprenez parce que la CEDEAO a passé tout son temps à mandater
des missions auprès de ces 3 putschistes-là pour leur demander de réintégrer l'institution. Malgré tout, après au moins 2 années de négociations, ils ont dit non, on campe sur notre position, malgré la misère qu'ils font subir à la population, malgré l'insécurité grandissante, malgré la terreur que même inflige le propre peuple, mais ça n'a pas changé. Mais face à la situation qui s'enlise, face aux terroristes qui gagnent du terrain, les forcer à revenir. Non, mais il faut que la CEDEAO use de stratégie pour faire comprendre. Elle n'a aucune solution. Tout récemment, qu'est-ce qu'elle devrait faire tout récemment en Guinée-Bissau, Omar Sissoko Mbalo, le président, il était au terme de son premier mandat et il n'avait pas encore organisé des élections. Et selon le calendrier constitutionnel, quand c'est comme ça, on met un gouvernement de transition en place. Non seulement il n'a pas mis le gouvernement de transition, mais il a chassé, il a donné un délai à la délégation de la CEDEAO qui était venue de quitter son territoire. La CEDEAO a quel pouvoir aujourd'hui pour pouvoir exercer une pression sur un pays? Quelles sont les solutions que la CEDEAO devrait adopter dans le cas d'espèce face à ces 3 juntards? D'abord, il faut créer la confiance, parce qu'il n'y a plus de confiance entre ces différentes institutions. Il faut d'abord créer la confiance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique? Aujourd'hui, ces institutions n'ont plus, ces pays n'ont plus confiance en la CEDEAO. La CEDEAO même n'est plus crédible. Moi, la solution que je propose, elle est radicale. Il faut d'abord dissoudre la CEDEAO. On l'a vu avec la SDN et puis après on a vu avec l'ONU. Je pense que chaque institution a sa mission et dans un temps bien circonscrit. Aujourd'hui, il faut dissoudre la CEDEAO, recréer une institution sous-régionale, créer la confiance et puis passer à 3. Ces 3 pays ne peuvent pas fonctionner. Elles n'ont pas d'ouverture sur l'océan. Elles n'arrivent même pas à produire l'énergie nécessaire pour... L'énergie nécessaire, vous en faites un peu trop. L'énergie nécessaire pour pouvoir fonctionner. Attends, on parle d'énergie. C'est parce que le colon n'a pas privilégié cette option-là. Sinon, depuis les années 60, si on avait commencé à exploiter l'énergie voltaïque, aujourd'hui, ces pays-là n'allaient pas être privés d'énergie. Mais les Français n'avaient pas cette option-là et ils utilisaient toujours les barrages d'énergie hydroélectrique. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces pays-là sont en train de tout recommencer. Moi, je vous assure qu'aujourd'hui, ces pays souffrent. Ces pays ont des sérieux problèmes économiques et énergétiques. Mais à cette allure où ces pays sont en train d'aller, d'ici 5 ans, 10 ans, vous allez voir qu'ils vont surprendre. Ces pays vont surprendre l'opinion. Doit-on se baser sur la volonté de 3 putschistes qui ne veulent pas aller à des élections pour dissoudre la CEDEAO? Je ne crois pas. Parce qu'il y a une volonté manifeste que ce soit... Il faut se baser sur les échecs de la CEDEAO. Il faut se baser sur les faits. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de Omar Sissoko Mbalo. Il y a des exemples sous nos narines à côté ici où des chefs d'État ont fait des coups d'État constitutionnels. La CEDEAO n'a pas pu le contraindre. Donc je pense qu'au regard de tout ceci, il faudrait qu'on s'asseye et se demander aujourd'hui est-ce que la CEDEAO a les moyens de garantir la paix et faire respecter la Constitution dans tous les pays. Si ce n'est pas le cas, on va dissoudre. La CEDEAO n'a pas existé depuis longtemps, elle a été créée tout récemment. Donc on peut dissoudre et créer une autre institution pour pouvoir créer un cadre de confiance et sécuriser la sous-région. L'institution qui sera mise sur pied, il y a une volonté... moyen d'imposer sa volonté aux États. C'est ça aussi la grosse question. La grosse difficulté. Parce que tout le monde réclame le respect de sa souveraineté. On ne peut pas demander, quelle que soit l'organisation qu'on va mettre sur place, est-ce qu'elle a les moyens ou les compétences de le faire. Permettez qu'il finisse, Jean-Richard, donnez votre avis sur Qu'importe l'institution qui sera mise sur pied, je pense que tant qu'il y a la volonté, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, de ne pas lâcher le pouvoir, qu'importe l'institution qui sera mise sur pied, cette institution-là connaîtra un échec, et même, bien évidemment un échec cuisant face à ces juntas qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Et qui n'ont aucune solution pour leur peuple. C'est vous qui le dites. Malheureusement. C'est un constat parce que les faits parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, comme dans une situation normale, ces pays sont en guerre. Il est important juste de souligner j'en viens de nos téléspectateurs que aujourd'hui l'AES est malheureusement devenu l'épicentre du terrorisme mondial. Oui. Plus de 50%. Parce que la France a bombardé. Parce que la France et l'ONU et les États-Unis ont bombardé la Libye et ont ouvert la voie au terrorisme dans le Sahel. Des émotions, revenons factuels. C'est pas une question d'émotion. Est-ce que la Libye n'a pas été bombardée? Est-ce que ce n'est pas depuis ce bombardement-là que le terrorisme a commencé à avoir pignon sur rue dans cette partie du monde? J'en viens. Permettez que j'avance. Non, c'est pas une question d'émotion. Je fais un rappel. Est-ce qu'en 2011 ils n'ont pas bombardé? Vous aurez l'occasion de réaliser. Est-ce qu'ils n'ont pas bombardé la Libye? Est-ce que c'est pas cela qui a ouvert la voie au terrorisme en Libye? Merci. Alors je reviens pour dire que c'est un fait, l'AES est devenu l'épicentre du terrorisme. Du fait des Blancs. Alors, avec plus de 50% des actes terroristes qui y sont perpétrés. Et cela s'est exacerbé, notamment avec l'arrivée des juntes militaires au pouvoir. Avant leur arrivée, le phénomène sévissait, mais on n'atteignait pas un certain niveau. Depuis leur arrivée, c'est un fait. Il y a une exacerbation des incidents sécuritaires
à tel point qu'aujourd'hui, mais on le constate tous, les mouvements djihadistes peuvent faire leur marché, se ravitailler, mais tranquillement dans les bases militaires. Finalement, ils n'ont aucune solution. Ah oui, c'est une situation assez déplorable. C'est une situation qui interpelle tous les pays de la CEDEAO, quoi qu'on dise. Parce que le Burkina Faso, aujourd'hui, manque véritablement de solutions pour endiguer le terrorisme, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'il y a une volonté manifeste chez IB, mais malheureusement, ils peinent à trouver des solutions. Au Niger, la situation des guerres reluisantes, de même qu'au Mali, ils ont promis monts et merveilles aux différentes populations, ils ont promis la sécurité, mais quelques années après, ils ont accusé les autres d'apporter l'insécurité, mais qu'ont-ils apporté dans leurs différents pays? Je pense que rien. Et cette situation-là est dommageable, fort malheureusement pour l'Afrique de l'Ouest en général. On va terminer avec ce Rojabiga. Est-ce que nous, ici en Côte d'Ivoire, on doit avoir peur? Si aujourd'hui le Togo est frappé à distance par des groupes djihadistes, demain, ça peut être le tour de la Côte d'Ivoire. Oui, la menace est réelle. La menace est réelle et surtout que rien ne semble s'améliorer en termes de perspectives pour les armées locales de ces différents pays-là de l'AES. Le Burkina Faso qui est de moins en moins capable de contrôler les armes qui circulent dans ses casernes. Pareil pour le Mali ou le Niger. Nous, ici en Côte d'Ivoire, en l'absence de coopération sécuritaire mutuelle, Vous posez une question. qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a pas. Vous m'avez demandé, est-ce qu'on a des raisons d'avoir peur? Oui. En Côte d'Ivoire, je pense que les raisons sont établies. Il faut craindre cela. Notamment au nord du pays où on sent qu'il y a une certaine porosité au niveau de nos frontières. Ouais, parce que quand même nos frontières ne sont pas des limites tracées. Hein. Souvent c'est deux villages qui sont entremêlés, des populations qui vivent ensemble, qui se mélangent et il y a des risques d'avoir peur. Quoique des efforts sont quand même faits par le gouvernement. Aujourd'hui, en termes de lutte contre le terrorisme, on a une institution à Jacquesville qui forme nos officiers. Et je pense qu'il y a certains soldats même de l'AES qui ont été formés ici. Il faut saluer ces efforts-là. En termes de renseignement aussi, on a pu déjouer beaucoup de coups. Mais vous savez que la lutte antiterroriste, la guerre contre les terroristes est asymétrique. Ils arrivent à se fondre dans la masse, ils arrivent à se glisser un peu partout et on ne sait pas qui est qui, comme on le dit à Abidjan. Donc il y a des risques d'avoir peur, on ne sait pas ce qui se prépare. On fait confiance à nos institutions et à Dieu aussi. Merci à vous d'avoir donc, comme chaque soir, pris part à ces débats. Fin de cette émission, de cette édition, pardon, de l'Intelligent Club. On était très ravis de vous la présenter, de l'animer, chacun avec sa position. On va se dire au revoir et puis on se retrouve demain pour un autre numéro de l'actualité de l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. Au revoir.